Le 21 septembre 1977. Éric, tu as eu le droit, en première page de François, à un article sur l'invasion du groupe Insoumission de Lyon dans les studios de FR3 pour demander ta libération. Il y a aussi des articles dans Le Monde et dans le journal Libération. Éric, il y a 2 personnes dans la maison qui sont au courant de tes lettres. Si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, tu peux vraiment compter sur moi. Il y a des gens un peu partout qui pensent à toi et qui veulent t'aider. À propos de l'occupation des locaux de FR3, tout le monde en a entendu parler, à la télé, à la radio, dans les journaux. J'ai beaucoup de copains qui pensent à toi et nous nous unissons contre la violence. À toutes et à tous, bonjour ou bonsoir selon les circonstances. Vous êtes en compagnie aujourd'hui d'Éric Schall. Éric a été insoumis au service militaire dans les années 70 et il va vous conter son histoire. Retour sur un parcours depuis l'engagement, en passant par la détention jusqu'à la libération, en parallèle avec des faits, des événements inhérents à cette époque, portés par un témoignage basé sur le vécu. Des documents, des archives, ainsi que des œuvres de l'auteur de bande dessinée Bernard Gros viendront par moments illustrer le récit qui va suivre. Maintenant, Éric, nous t'écoutons. Alors, la soumission, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, en 1977, le service militaire était obligatoire. Il durait 1 an. Il n'a été supprimé définitivement qu'en 2001 par Jacques Chirac. Il y avait à peu près 200 000 à faire. Sur ces 200 000, un certain nombre étaient réformés, échappaient à la corporation par la réforme. D'autres, moins nombreux évidemment, demandaient le statut d'objecteur de conscience. Depuis le début du XXe siècle, le terme objection de conscience a surtout été appliqué au cas du refus de prendre part aux activités militaires. De tels objecteurs sont généralement considérés comme des pacifistes ou des antimilitaristes. Ils refusent de se porter volontaires à l'appel pour le service militaire et de servir même s'il y a une conscription. Dans les pays où le service militaire est obligatoire, les lois autorisent parfois les objecteurs de conscience à effectuer un service alternatif, généralement appelé un service civil, au lieu de joindre l'armée. Il arrive aussi que des objecteurs de conscience refusent de payer des impôts qui contribuent aux armées et aux guerres. Les objecteurs de conscience sont encore sujets à emprisonnement dans de nombreux pays. Dans le cadre général de la montée de l'antimilitarisme, une dernière façon de s'opposer au service militaire, c'était tout simplement de s'assoumettre, c'est-à-dire de refuser tout. Dans ce cas-là, il risquait des peines de prison longues. D'ailleurs, pendant la guerre d'Algérie, il y en a qui ont fait jusqu'à 5 ans. En 1977, j'avais 22 ans, j'étais un de ceux-là, un insoumis. Peux-tu nous parler plus précisément du contexte propre à la soumission? Nous étions à 15 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Les motivations, elles étaient diverses. Il n'y avait plus la guerre d'Algérie, mais il y avait un très fort refus de l'embrigadement, issu de 1968, par exemple. Parfois des motivations religieuses, je pense aux témoins de Jéhovah, philosophiques, ou plus rarement politiques. Disons que sur 200 000 appelés, 5 000 s'en soumettaient. Mais guère plus d'une dizaine exposaient clairement des motivations politiques. Alors, ce qui était bizarre, c'est qu'au délit d'insoumission se superposait le refus d'obéissance. L'insoumission, c'est de ne pas répondre présent à l'appel de rejoindre une caserne. Une fois qu'on a rejoint une caserne et qu'on s'en va, on est considéré comme déserteur, c'est autre chose. Bien qu'il s'agisse un petit peu de la même démarche. Les insoumis ne se rendent pas à la caserne. Ça, c'est le délit d'insoumission. Passible déjà d'1 an de prison. Mais, une fois attrapé, conduit à une caserne, on te propose l'uniforme. Tu n'en veux pas, c'est normal. Refus d'obéissance, plus 1 an de prison. Deuxième délit. Deuxième délit. Qui se surajoute au premier.
qui se surajoute bizarrement au premier. C'est pas fini. À la sortie de la prison, les gendarmes te prenaient, te ramenaient une caserne et on te proposait l'uniforme. Ça pouvait durer comme ça jusqu'à l'âge de 30 ans. De Gaulle, dans sa grande mansuétude, a écrit une circulaire comme quoi le maximum de prison que devaient faire les insoumis, c'était 2 ans. Dès qu'il y a eu des guerres, peut-être depuis 5000 ans, 10 000 ans, 30 000 ans, dès qu'il y a eu des guerres, il y a eu des insoumis. Pendant la guerre d'Algérie, il y en a eu des milliers. Comme je l'ai dit, certains ont fait des années de prison, pire 5 ans. Peux-tu nous parler du manifeste des 121? Le manifeste des 121, c'est en 1960. Il était titré « Déclaration sur le droit à la punition dans la guerre d'Algérie ». Il était signé par des intellectuels, des universitaires et des artistes, comme Jean-Paul Sartre, François Breton. Il dénonce Jean Couteau, l'abbé Pierre, il dénonce le militarisme et la torture. Il déclare « De plus en plus nombreux, des Français sont poursuivis, emprisonnés, condamnés pour s'être refusés à participer à cette guerre ou pour être venus en aide aux combattants algériens. Qu'est-ce que le civisme lorsque dans certaines circonstances il devient soumission honteuse? L'obéissance est une soumission honteuse. N'y a-t-il pas des cas où le refus est un devoir sacré, où la trahison signifie le respect courageux du vrai? Parce que, par exemple, colporter des informations réelles sur la torture en Algérie, c'était synonyme de trahison. C'était un délit politique. Il se termine sur 3 propositions finales. Nous respectons et jugeons justifier le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifier la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres. Voilà, c'est l'essentiel du manifeste. Maintenant, parle-nous de l'affaire Louis Lecoing. Alors là, on est en 1962. Mais avant ça, Louis Lecoing, c'est un anarchiste de la même génération que le général de Gaulle, il a à peu près le même âge. C'est un homme qui a fait 12 ans de prison dans sa vie pour son militantisme, qui avait commencé en 1912. Après la Seconde Guerre mondiale, il fonde le comité de soutien à Garry Davis, que tu connais. Garry Davis, qui est le premier citoyen mondial, c'est-à-dire c'est le premier à avoir introduit cette notion de citoyenneté mondiale. Donc Louis Lecoing le soutient. Il ne s'arrête pas là, il se bat en 1962 pour la défense des objecteurs de conscience et s'engage dans une lutte pour obtenir un statut légal en compagnie de personnalités comme Albert Camus et d'autres qu'on a cités avant pour le manifeste. Antérieurement, en 1958, le projet avait été étudié officiellement, mais l'armée avait râlé, quoi. Donc le gouvernement avait tergiversé. Le 1er juin 1962, Louis Lecoing entame une trêve de la faim à l'âge de 74 ans pour en finir et obtenir un statut légal des objecteurs de conscience. Au bout d'une quinzaine de jours, au bout de 15 jours, il est admis de force à l'hôpital et le soir même, les objecteurs sont libérés. Le statut d'objecteur de conscience naîtra peu de temps après. Et petite remarque, c'est bien dans ce contexte que naquit le statut non officiel de citoyen du monde, dont nous faisions partie à l'époque. On avait même notre carte. Oui, je ne l'ai pas retrouvée, mais c'est dommage, hein, elle doit venir de quelque part. Mais ah, je l'ai encore. Tu l'as encore. Ben, moi, je retrouverai bien la mienne un jour.
Alors je suppose maintenant que des actions en rapport ou en soutien à la soumission ont eu lieu à cette époque. Bien sûr. Alors, il y avait plein de groupes insoumission dans la France. De manière générale, l'antimilitarisme était assez fort. Ça ne réduisait pas à la lutte contre la lutte des objecteurs de conscience et demander la libération des insoumis, mais il y avait aussi une très forte révolte dans les casernes. Simplement, c'est pas tout à fait la même chose de lutter dans les casernes et puis de lutter à l'extérieur, surtout comme les insoumis, en disant « je ne veux rien de tout ça ». Donc, il y avait des groupes insoumission. Le groupe Insoumission de Lyon est un des plus actifs. Il est né en 1975. Il était issu d'un comité de soutien à 5 insoumis en grève de la faim à la prison Montluc. Le groupe Insoumission de Lyon a connu plusieurs périodes. À son heure de gloire, on était une trentaine d'anarchistes, plutôt anarchistes, autant de filles que de garçons, ce qui était étonnant pour l'époque. Dans les comités militants, vous ne voyez pas ça. Le groupe Insoumission était quand même en relation étroite avec le GARD, Groupement d'Action et de Résistance à la Militarisation. En gros, c'était nos aînés, mais ils étaient issus plutôt d'une obédience catholique de gauche, d'extrême gauche, catholique d'extrême gauche. Ainsi que le CLO, Comité de lutte des objecteurs. Voilà. Donc, oui, là, donc, maintenant tu vas nous exposer l'essentiel de ces actions, les cibles et tout ça. Alors bon, les spectateurs ne seront pas étonnés si on a un papier à la main, c'est qu'il y a beaucoup de choses difficiles à retenir. Alors il y a des moments où on jette un petit coup d'œil parce qu'on ne veut rien oublier et on ne veut pas dire n'importe quoi. Voilà. Donc on t'écoute pour les actions, Eric, vas-y. Oui, et puis on a un certain âge. Et oui, alors prends ton papier pour ne pas les oublier, vas-y. Alors, les actions, il y en a eu des dizaines, bien entendu. Je vais en citer quelques exemples. C'est juste quelques exemples. Ce n'est pas exhaustif. Elles étaient non violentes. C'est un point important. Elles visaient surtout à créer un événement journalistique. Par exemple, construction d'un mur pour boucher l'entrée du TPFA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un TPFA? TPFA, c'était le tribunal permanent des forces armées. Maintenant, les délits militaires, je crois, sont jugés par la justice civile. Il n'y a plus de justice militaire proprement dit. Les TPFA étaient une institution, le tribunal permanent des forces armées était une institution qui appartenait à une justice d'exception. Donc, un jour, il y a un certain nombre d'entre nous ont été construire un mur pour boucher l'entrée du TPFA. D'autres sont montés, ont fait une ascension de l'église Sainte-Bonaventure, par exemple, de la fontaine de la place des terreaux, avec des banderoles, naturellement, des distributions de tracts. On a fait une visite d'amitié à Charles Hernu, futur ministre de la Défense, et alors maire de Villeurbanne. Une visite illégale et informative aux appelés de la caserne de la Vitriolerie, sur les bords du Rhône. La caserne de Vitriolerie, c'était le centre de recrutement. Centre régional. Je l'ai connu. Ouais, mais ils n'ont pas voulu me voir. Ouais. Il y a eu aussi une édition et distribution d'un progrès pirate. Moi, je n'ai pas participé, j'étais en prison. Le progrès quotidien du Rhône. C'est pas un facsimilé, ils ont fait une édition pirate. Et ils l'ont distribuée. Il y a eu d'ailleurs une permanence devant le hall bien connu de ce même journal pendant toute la durée de ma grève de la faim. C'était également en soutien aux autres insoumis en lutte, emprisonnés ou pas. Parce que là, je parle de moi, mais à cette époque-là, on soutenait toujours en permanence 5 à 10 insoumis politiques. Je les connaissais, mais depuis ma prison, d'ailleurs, je ne pouvais pas correspondre avec eux, c'est impossible. Devant ce hall, devant ce congrès, il y avait des signatures de pétitions, des distributions de tracts, et puis les pétitions étaient envoyées à Jean-Pierre Cochard, qui était le directeur de la justice militaire de l'époque. Enfin, il faudra quand même citer une intrusion spectaculaire au journal de FR3. Pour cette intrusion, donc Eric était en prison à cette époque.
mais j'y ai participé. Et je vais vous raconter ça, mais je ne vais pas me contenter de vous le raconter. En même temps, vous allez voir la bande dessinée que l'auteur Bernard Gros a réalisée suite à cet événement, parce que lui aussi il y a participé. Donc allez, on y va. Action! Ce lundi 29 août 1977, sur le coup de 18 h, au café de la gare des Brotteaux à Lyon 6e, se tenait une réunion informelle, concoctée spontanément sans doute par le bouche à oreille, d'un groupe composé de membres du groupe Insoumission de Lyon et d'amis ou proches de ces derniers, pas nécessairement militants mais néanmoins sympathisants. Bernard et moi-même faisions partie de cette réunion amicale, pacifique, et qui avait pour ami commun Éric et un autre insoumis en détention et en grève de la faim. Il fallait faire quelque chose pour ces amis-là. Oui, mais quoi? Je serais prêt à parier que nous n'en avions au départ qu'une idée bien vague, mais ça allait sans doute germer dans nos têtes et se concrétiser en bougeant, très certainement. C'est comme ça que l'on fonctionnait à l'époque. Diffuser et porter un message était l'idée de base. Alors, nous nous mîmes en route, irrésistiblement ou inconsciemment attirés, allez savoir, car 45 années se sont écoulées entre-temps et les souvenirs s'usent avec le temps comme les chaussures avec les kilomètres, par la Pardieu, grand centre administratif et commercial déjà à l'époque. À peine sortis, nous avons repéré quelques RG, ce qui n'était guère difficile, eu égard à leur tenue ou leur attitude. J'en ai connu un qui portait un imperméable gris comme dans les caricatures BD de l'époque, et je me souviens même lui avoir adressé un coucou lors d'une manif. Il n'avait pas vraiment apprécié. Bref, nous avons emprunté à pied les sens interdits afin de nous rendre à destination, vu que eux se déplaçaient en voiture. En revanche, nous avions parfaitement conscience que là-bas se tenait un studio de télé, celui de FR3, devenu depuis et au même endroit, France 3. Ah, mais oui, France 3. Vous me suivez? France 3 Région, et qui dit région dit diffusion d'un journal télé d'information. Bingo! Car c'est un peu plus tard, comme l'indique l'ami Bernard dans la BD, que, tentant de nous faire passer pour des touristes fort difficilement compte tenu de nos tenues ou de notre chevelure, nous avons progressé par petits groupes pour nous rassembler enfin devant la porte de service des studios hélas fermés. Rien de grave. Quoique nerveux, nous empruntâmes l'entrée principale, comme tout invité digne de ce nom. Tranquillement ou presque, nous errâmes dans le labyrinthe de la maison de la radio. Nous nous sommes perdus et nous repartîmes perplexes dans le sens inverse. Sans la moindre résistance, un membre du groupe parvint à accéder au plateau et prononcer quelques mots au moment où la diffusion débutait, mais l'interruption fut immédiate et radicale. Dans la foulée, nous avons présenté au speaker notre vœu de faire passer à l'antenne notre message revendiquant la libération des insoumis, en pure perte et sans suite, ce qui n'étonnera personne comme de bien entendu. Les spectateurs, quant à eux, eurent droit à une jolie berceuse musicale assortie du message. Dans quelques instants, la suite de notre programme. S'ensuivirent d'âpres négociations en pure perte encore avec le responsable du site qui nous opposa des arguments tels que celui-ci, basé sur la comparaison du nombre d'insoumis potentiels avec celui des adorateurs de foot, sous-entendant que nous ne faisions pas le poids d'une paire et que d'autre part que nous manquions de respect envers ces gens-là, qui étaient bien davantage que nous représentatifs des différences au sein de notre grande nation et bien d'autres cocoricots variés en termes d'arguments en mode récitation de leçons apprises et convenues. À partir de ce moment, nous nous sommes dit qu'il fallait faire profil bas. Nous n'avions pas le choix, car tout geste ou propos déplacé eurent été fatal. Ah, le paternalisme inouï du responsable. Comme il frisait la caricature avec, par exemple, son invitation à formuler une demande officielle, et j'en passe. Heureusement, il y a la BD pour en rire. Mais non, bien sûr,
On ne dira rien aux flics, affirma-t-il. Alors oui, le groupe commençait à déchanter un peu. Nous étions quelque peu idéalistes à cette époque et on se disait qu'on avait peut-être quelques chances après tout, d'autant que l'ensemble du personnel, loin de nous faire la gueule, avait manifesté une indifférence teintée d'une empathie sous-jacente, ténue mais néanmoins perceptible. Bien évidemment, une journaliste mandatée à ces fins se chargea du rapport aux autorités, lequel, impartial, il faut le préciser, stipulait clairement qu'il n'y avait eu de notre part ni casse, ni violence, ni contrainte, car, pour faire simple, on nous avait laissé passer du début à la fin, depuis la porte d'entrée de l'édifice jusqu'au plateau télé, ce qui nous valut une relaxe à un procès consécutif à ces faits et qui se tint une année plus tard. Super. Alors que certains participants, pour des raisons personnelles et pertinentes, avaient quitté d'un commun accord avec le groupe le site en empruntant des voies appropriées, nous fîmes face au comité d'accueil dépêché sur les lieux pour notre prise en charge et composé d'un groupe de policiers. Ce dernier fut accueilli par le premier caméraman bien cordialement. Il est vrai que la position de celui-ci qui nous avait laissé passer était quelque peu délicate. En attendant la suite des événements, nous avons eu l'immense joie, en compagnie de ces messieurs, d'assister à la retransmission d'un match de foot sur un écran télé positionné au-dessus de nos têtes. Puis vint la grande scène finale de cette histoire. Escortés au dehors de l'édifice, nous découvrîmes plusieurs cars de police dépêchés sur les lieux en grande pompe, rien que pour nous. Je fais partie de ceux qui prirent place dans un de leurs taxis gratuits. Je serai juste et objectif néanmoins. Au commissariat, ils nous ont interrogés l'un après l'autre, ne nous ont aucunement malmenés ni insultés, et nous avons été relâchés à 22h30. Certes, le message n'est pas passé au studio de FR3, mais des retombées dans la presse eurent lieu plus tard, avec des articles, les uns favorables, les autres pas vraiment. Sans en dire plus. Sous vos yeux, un article du Progrès, pas vraiment favorable, et un autre de Libération qui reconnaît une action militante digne de ce nom. Deux autres articles de Libération également, le premier qui parle du progrès pirate, et le deuxième qui fait état d'une perquisition qui eut lieu dans le local de l'imprimeur. Pour rebondir sur la question de la construction du mur devant le tribunal permanent des forces armées, cette action fut à vrai dire le fruit de différents groupes, le GARM dont nous avons parlé, le groupe Insoumission bien sûr, et certainement beaucoup d'autres. Et maintenant, nous allons reprendre la chronologie de mon parcours en parallèle à l'actualité internationale. Le 23 mars 1977, les Noyaux armés pour l'autonomie populaire, ou NAPAP, assassinent Jean-Antoine Tramoni, un ancien vigile qui avait tué le 25 février 1972 le militant maoïste Pierre Auvernais à la sortie de l'usine Renault à Billancourt. Le 30 mars 1977, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, le deuxième gouvernement de Raymond Barre voit le jour. Les 30 et 31 juillet 1977, une manifestation pacifiste antinucléaire se déroule à Crémalville dans l'Ain. Elle s'oppose à la construction du surgénérateur Superphénix. Cette manifestation se solde néanmoins par la mort d'un manifestant, Vital Michalon. Le 18 août 1977, le militant anti-apartheid, Steve Biko, en Afrique du Sud, est arrêté par la police. Le 20 août 1977 est lancée la sonde Voyageur 2, suivie de près par sa jumelle Voyageur 1 le 5 septembre.
Construites pour durer seulement 5 ans, les sondes sont en 2010 plus de 3,5 fois éloignées de la Terre que Pluton. La NASA confirme le 12 septembre 2013, après analyse des données recueillies par la sonde, que Voyager 1, à plus de 18 milliards de kilomètres du Soleil, a quitté la zone d'influence directe de ce dernier, l'héliosphère. Les deux sondes se trouvent désormais dans l'espace interstellaire. Le 15 août 1977, soit 3 jours avant l'arrestation de Steve Biko, Eric Schall est arrêté au retour du rassemblement du Larzac. Mercredi 24 août 1977. Bonjour Mireille. C'est avec un grand plaisir que j'ai reçu 2 lettres, dont la tienne aujourd'hui. Je pense que tu dois être à peu près au courant de ma situation, mais je vais la résumer très schématiquement. 15 août, 10 heures, arrestation par la gendarmerie de Chartres, alors que je me rendais en provenance du Larzac vers la Bretagne. 15-16 août, je passe la nuit aux arrêts de rigueur à la base aérienne de Chartres. 16 août, 17 heures, je suis conduit à la caserne Duplex à Paris, là où sont centralisés tous les insoumis de la première région militaire. En 1976, pour cette seule région militaire, il y en a eu 460, dont la moitié de libérés, une autre moitié d'incorporés et 4 ou 5 divers. Je suppose que les divers croupissent en prison. En principe, si l'insoumis ne refuse pas l'uniforme, on ne le poursuit pas pour insoumission. On ne le met même pas aux arrêts de rigueur. Même quand l'insoumis a plus de 2 ans de retard. C'est tout au moins la coutume à Paris. 16 août, 18 heures, refus de porter l'uniforme avec toutes les formalités d'usage. 17 août au matin, on m'incorpore de force. Il s'agit simplement de paperasse, je ne signe rien. 17 août après-midi, je vais à Vincennes passer la visite médicale, mais pas les tests des 3 jours. À la visite médicale, je les fais un peu chier, mais sans plus. J'indique au médecin que je ne cherche en aucun cas à être réformé. Devant le psychiatre, même attitude. Je joue le jeu honnêtement, sans lui cacher ce que je pense des réformes psychiatriques. Je suis alors déclaré apte, P2, sous observation. Mot à mot, les difficultés actuelles tiennent plus à une éthique personnelle qu'à un processus prémorbide. Merci docteur. 17 août au soir, retour à Duplex, mise aux arrêts de rigueur, pour 60 jours. 19 août, visite de politesse au chef de corps, un colonel. 22 août, je suis interrogé par un individu bizarre, civil, qui se déclare comme faisant partie du ministère des Armées et qui me pose des tas de questions louches avec des allures de cow-boy de la police judiciaire. Je n'ai répondu qu'aux questions qu'il me posait que dans un domaine très général et plus précisément uniquement sur mon identité et ce qui tourne autour, les emplois que j'exerçais, mon niveau d'études, etc. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était la grève de la faim que j'envisageais, et du scandale, que j'avais déjà commencé, et du scandale qu'elle entraînait. Beaucoup de questions aussi sur le soutien à l'extérieur. Qui? Quelle organisation? Moi, tout ce que j'ai avoué, c'est que je suis de gauche. Il n'ira pas loin avec ça. Un point curieux aussi, il a insisté pendant plus d'une demi-heure pour que je recule ma grève de la faim de 24 heures. Il n'a pas voulu me dire pourquoi. Alors, j'ai refusé. Il avait l'air bien décontenancé. Maintenant, je suis donc au 2e jour de ma grève de la faim. J'ai vu ce matin l'officier de police judiciaire qui instruit la plainte de refus d'obéissance et le médecin colonel. Tout le monde m'a évidemment répété que ma grève de la faim ne servirait à rien. Mon régime a sensiblement changé. Je suis aux arrêts de rigueur avec 2 personnes, mais je présage qu'elles ne resteront pas longtemps avec moi. Les autres, pourtant condamnés à 30-60 jours pour désertion, ont vu leur peine commuée en arrêt simple, c'est-à-dire en tôle juste la nuit, et pas dans la même salle que moi, dès que l'on a appris que je commençais une grève de la faim. Le planton n'a pas le droit de nous adresser la parole, les soldats non plus. Une sentinelle a déjà pris 15 jours pour cette raison, alors que la semaine dernière, n'importe qui venait discuter avec nous à travers les barreaux sans manger.
Je me creuse la tête toute la journée pour savoir comment passer mon courrier sans manger. Sinon, j'ai bien peur qu'il reste sur la table de l'adjudant et qu'il soit même ouvert. Lettre de Madeleine Lemarié. Paris, le 6 septembre 1977. Bonjour Éric. J'ai 75 ans. J'en avais 6 lorsque j'ai vu les premières larmes versées à cause de la guerre, au Maroc. J'en avais 12 en 14. J'ai pu voir, dans toute son horreur, les méfaits de la guerre. Dès cet âge, je me suis promis de lutter pour la paix, la justice et l'amour toute ma vie. J'ai tenu parole et je continuerai jusqu'à l'heure ultime. C'est pourquoi je me sens en union profonde avec tous ceux qui mènent le même combat. Je me sens la mère ou la grand-mère de tous ceux qui disent non. Non à la haine, non à la guerre, non à l'injustice, non au régime d'oppression. Je suis avec eux. Je viens donc te dire que je suis solidaire de ton action, que je ferai tout ce qui me sera possible pour t'aider. Nous parcourons le même chemin, le chemin qui a un cœur. Je suis coordinatrice à Amnesty International pour l'objection de conscience et l'insoumission. Ton cas sera signalé au secrétariat international pour fin d'adoption. Après mon arrivée à la prison de Fresnes, j'arrête ma première grève de la faim, celle-ci ayant duré 8 jours. Le changement d'environnement m'avait déboussolé. La caserne duplex, sans doute à cause des appelés dont je suivais les évolutions par la fenêtre, des arrêts de rigueur, gardait un côté juvénile par rapport à une prison comme celle de Fresnes, grand corps sinistre, comme une petite ville avec ses longs couloirs lugubres. Je voulais en prendre la mesure par curiosité. Je souhaitais aussi rencontrer des compagnons de lutte, insoumis politiques comme moi, que je connaissais déjà de réputation par l'extérieur. Yves le trotskiste, Michel et José. Je les croisais à la promenade et j'avais avec eux des discussions passionnées. Le 4 septembre 1977 sont déployés les premiers SS-20 soviétiques en Europe de l'Est. C'est le début de la crise des euromissiles. À partir de 1977, l'URSS déploiera 396 missiles mobiles tactiques portant 3 têtes nucléaires de 150 kilotonnes chacune. Les SS-20 de portée intermédiaire, capables de frapper tous les centres urbains de l'Europe occidentale. J'ai connu le vrai régime de la prison, la cellule A2, le travail quasi obligatoire, des tâches mécaniques, genre emballage ou confection de petits objets. Le 5 septembre 1977, le président du patronat allemand, Hans-Martin Schleyer, ancien officier SS dès 1933, est enlevé par la fraction Armée Rouge. On était payé royalement 2 francs de l'heure. La prison, c'est aussi cantiner pour compléter le quotidien, acheter sur catalogue de l'alimentation, des cigarettes ou des objets de première nécessité non fournis par l'administration pénitentiaire, comme le papier à lettres, les timbres. La première chose que je commande est un beau morceau de fromage du Saint-Paulin. Les amis militants de Lyon m'ont envoyé un peu d'argent pour cela. Le 10 septembre 1977 a lieu la dernière exécution à la guillotine en France. La prison, c'est aussi des transferts interminables pour aller au parloir ou rencontrer le juge d'instruction. Tout prend un temps fou. Tu moisis des heures dans des salles d'attente. Tu mets la journée pour une convocation qui ne durera au final qu'un quart d'heure. Le 11 septembre 1977, le militant anti-apartheid en Afrique du Sud, Steve Biko, est transféré à Pretoria, Transvaal. Le lendemain, soit le 12 septembre, il est retrouvé mort dans sa prison, soi-disant des suites de sa grève de la faim. Le 20 septembre 1977,
L'ONU reconnaît le Vietnam. Un bon mois se passe comme cela et je décide de recommencer ma grève de la faim. Celle-ci, la deuxième, durera 29 jours. Je suis tout de suite emmené au quartier d'isolement. Ça se passe comme cela, c'est considéré comme un acte de rébellion, une grève de la faim. Rébellion dans la rébellion. Mes cigarettes ne me suivent pas tout de suite, ou alors je ne peux pas en commander. Manque cruel, en temps ordinaire, ce le serait déjà. Mais là, avec le jeune, je ramasse des mégots dans la petite cour, couverte de grillage, sur lequel flânaient des feuilles colorées par l'automne. Avec 4 mégots et du papier, je fais une cigarette neuve. J'irai jusqu'à faire des mégots de mégots. Je me souviens de cela, figure extrême du dénuement. J'ai raconté ce truc pendant des années, au risque d'ennuyer mes auditeurs. Les premiers jours, faute de place, on me met dans une cellule avec un compagnon qui raclera, sinistre, une boîte de conserve vide sur le sol, sans doute destinée à servir de cendrier, dans le but de s'ouvrir les veines. Je vais marchander avec lui le délai que je mettrai avant de prévenir les matons. Donc, un quart d'heure plus tard, ils arrivent et le transfèrent sans ménagement à l'infirmerie ou l'hôpital. C'était le but. Le deuxième jour, je suis avec un vieil habitué, assez sympa, qui me dit en être à sa 3e grève de la faim. Débonnaire et cynique, il me montre sa bouche partiellement édentée. Voilà ce que ça fait à la longue, me dit-il. 45 ans plus tard, je l'ai largement dépassé. Ce qui est sûr, c'est que pour les gencives, une semaine de grève de la faim te fait vieillir prématurément d'1 année. Peut-être pas que pour les gencives. Par la suite, je me retrouve seul, disons au 3e jour. Enfermé au mitard, il ne se passa plus rien. Pas de visite médicale, pas de discussion avec les surveillants. Évidemment, plus de parloir, rien. Un ennui torride, dur comme la pierre. Je recevais quand même mon courrier. Je pense qu'une partie seulement des lettres que j'ai écrites sont parvenues. Et ça a duré 20 jours d'abord, avant mon transfert à l'hôpital-prison. Revenons au mitard. Je me souviens d'une cellule trapézoïdale. Mais j'en suis pas sûr. Peut-être une reconstitution de l'intellect d'après des photos aériennes de l'architecture, typique des prisons. Surveiller, punir, tout voir. La porte. Le Judas dans la porte. À droite de la porte, le chiotte à la turque. À part pour uriner, je ne m'en suis jamais servi. Moi en face, sur la couchette du bas, d'un double lit superposé, je passe mes journées allongées. Je regarde la porte et le chiotte et la porte et le chiotte et la porte. Sur ma gauche, une tablette rabattante, il me semble, à mi-chemin de la porte avec une chaise. C'est là où j'écrirai mon courrier. À ma droite, plus qu'à hauteur d'homme, une lucarne sertie de barreaux, évidemment, et doublement grillagée, qui ne me permettait de ne voir que juste un petit coin de ciel, comme un mouchoir plié. Il y a là une petite éternité enfouie, juste là. Les matons ne rentraient presque jamais dans la cellule. Je ne me rappelle pas d'un seul mot échangé. Il y a déjà quelque chose qui cloche.
Je me revois à la fin, le lit sur la droite, des cartes postales collées sur le mur. Sur la droite. Pourquoi cette inversion? Avais-je changé de cellule? Comment épingle-t-on des cartes postales au mur en prison? Il n'y a ni colle, ni punaise. J'étais fier de ces cartes postales de soutien. Le sol était marron. Les murs aussi. Le soir, avant de dormir, un maton me donnait un gobelet de somnifère. Je devais le boire et l'avaler devant lui. La nuit, je dormais, mes rêves enfiévrés de nourriture. Je croyais me réveiller et je débusquais sous mon lit des saucissons, des tartes quetch, du chocolat. Les fantasmes n'avaient plus un contenu sexuel, mais ils étaient uniquement alimentaires. Les copines, même en rêve, pourraient attendre. Mon matelas était en mousse, 15 cm d'épaisseur. Il devait y avoir des draps. Rien de notable, pas de taches. Tout était crade mais supportable. Ennui profond et le sentiment peut-être que c'était une dette. Je lisais mon courrier. J'ai reçu sur 3 mois plus de 100 lettres et cartes postales. Et les copains du groupe Insoumission, que nous appelions familièrement GI. La famille, un petit cercle d'amis fidèles, mais aussi des inconnus, des militants, une religieuse catholique qui me joignait une prière. Une mamie bouddhiste, Madeleine, d'Amnesty International, on l'appelait la grand-mère des insoumis. J'avais été adopté par cette organisation et j'étais suivi par un groupe allemand. Yves, quant à lui, avait été nommé avec un asiatique, un Thaïlandais peut-être, prisonnier de l'année. Ce choix, sans doute, pour montrer qu'en Europe, on avait, quoi qu'en pensaient certains, aussi des prisonniers d'opinion. Amnesty, justement cette année-là, avait reçu le prix Nobel de la paix. Le 13 octobre 1977, 4 membres du Front populaire pour la libération de la Palestine détournent le vol 181 de la Lufthansa parti de Palma de Majorque à direction de Francfort. Leur chef exige la libération des 11 prisonniers de la fraction armée rouge détenus à Steinheim. L'avion se rend finalement à Mogadiscio en Somalie où il arrive le 17 octobre. Les passagers du Boeing 737 sont libérés aux premières heures du 18 octobre après un assaut effectué par les forces spéciales du GSG-9 et qui se solde par la mort de 3 des protagonistes de ce détournement. « 18 octobre 1977. Suicide présumé des membres de la bande à Bader, mort d'Andreas Bader, Gudrun Henslin et Jean-Karl Raspe à la prison de Steinheim en Allemagne. Selon les rapports officiels, Jean-Karl Raspe, ayant appris l'échec de l'action portée par le détournement du vol 181 de la Lufthansa, conclut un pacte de suicide avec Bader, Gudrun Henslin et Müller. Dans la matinée, Andreas Bader et Jean-Karl Raspe sont retrouvés morts dans leur cellule ayant succombé à des blessures par balle, tandis que Gudrun Henslin est découverte pendue par un nœud coulant fabriqué avec un fil de haut-parleur. Irmgard Müller, elle aussi de la fraction armée rouge, est retrouvée avec 4 coups de couteau à la poitrine, mais survit. On peut légitimement se demander comment ils ont pu se procurer des revolvers ou même un couteau dans la prison la plus sécurisée d'Europe. Néanmoins, les enquêtes officielles sur l'affaire concluent un suicide collectif. « 19 octobre 1977. Hans-Martin Schleyer, le président du patronat allemand, qui avait précédemment été enlevé par la fraction armée rouge, est retrouvé mort. Ma journée se déroulait ainsi. Le réveil, un verre d'eau, toilette sommaire au lavabo.
Je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait invité à prendre une douche tout le temps que j'ai passé au mitard. Curieusement, ce n'était pas grave, car sans doute à cause de ma grève de la faim, je ne suais plus. Je ne me salissais pas non plus. Je m'ossifiais. 45 ans plus tard, mes doigts ont gardé le souvenir de compter mes côtes qui semblaient se multiplier. Je me desséchais comme une momie. Je lisais les livres empruntés à la bibliothèque de la prison. Au mitard, il ne passait plus avec le chariot de livres, mais j'en avais gardé quelques-uns. L'attente, la lecture du courrier et la rédaction de réponses. Ça prend du temps, le courrier, et ça fait un bien fou. Paradoxalement, si j'y réfléchis maintenant, il n'y a pas eu une période de ma vie où j'ai été plus suivi. Des marques d'affection, des nouvelles du dehors, la relation prudente des actions menées à l'extérieur, l'avis de mes correspondants, leurs peines, leurs choix contenus. Ils ne voulaient pas que je les envie. Ouais, ça arrivait quand même lorsqu'ils parlaient de séjours entre amis au bord de l'eau, au soleil. Certains me parlaient de leur vie en communauté, riche en événements. C'était la grande époque des communautés, lieu qui dépassait loin la simple cohabitation, puisqu'il y avait des essais d'amour libre, de dynamique du groupe, remise en question des liens traditionnels. Le courrier, c'est vital pour soutenir un prisonnier. Pour un militant, n'oubliez pas non plus les manifs, sittings, pétitions, bombages. Les sittings, surtout prolongés et récurrents, sont efficaces car ils permettent d'avoir de riches interactions avec les passants. Les RG, renseignements généraux, ne manquent pas de remonter l'information. Avec leur présence quasi quotidienne dehors, rue de la République, à Lyon, devant le hall du Progrès, devenu local FNAC depuis, les militants et copains du groupe Insoumission vivaient pleinement cette expérience, tantôt confrontés à des passants sympathisants de tout âge, mais hélas aussi de parfaits imbéciles agressifs. La guerre d'Algérie n'était pas si lointaine. Certains auraient préféré qu'on fusille les insoumis. Eh oui. Je recevais en moyenne 3 lettres par jour. Pas de journal, pas de télé non plus. La télévision n'était pas dans les cellules en 1977, encore moins, a fortiori, en isolement. Pas de radio. J'avais le droit à une promenade de 30 minutes dans une petite cour de 30 mètres carrés environ, en forme de trapèze aigu, surmontée d'un grillage sur lequel somnolaient quelques magnifiques feuilles emportées par le vent, pour me rappeler qu'on était au milieu de l'automne. La mélancolie que je ressentais alors était un sentiment fort et positif, une nostalgie lumineuse et vibrante. Certains amis s'inquiétaient fortement de la détérioration inéluctable de mon état de santé. Ils ont réagi, fait le siège des autorités concernées. Cette phase de réclusion en quartier d'isolement a pris fin au bout de 3 semaines avec la visite un vendredi après-midi d'un médecin fort agacé. Il se préparait sans doute à partir en week-end, qui m'a pris ma tension et mon pouls. C'est le premier médecin que je rencontrais. Il a ordonné mon transfert à l'hôpital-prison, qui est une crèche d'un genre différent, un autre univers. Cet hôpital se situait dans un autre bâtiment de l'enceinte de la prison de Fresnes. Les premiers jours, mes affaires ne suivant pas, je suis privé de cigarettes. Mon cœur se met à battre très fort, je tambourine à la porte de ma cellule. Des gardiens arrivent, l'ouvrent, un malabar m'envoie courageusement valdinguer contre le mur, le salaud. Moi qui n'étais plus qu'un tas d'os. C'est la seule violence que j'ai subie en 3 mois. Un infirmier
Enfin vient me prendre ma tension, et mes affaires, dont mes chères clopes, suivront peu après. Maître de Félix, mon avocat, avait fort à faire pour la défense d'un autre de ses clients, autrement plus connu que moi, Klaus Croissant, lui-même avocat de la bande Abadère. Mon frère, quant à lui, est venu me voir à l'hôpital prison de Fresnes plus tard. Fait cocasse, un gardien zélé avait démonté la porte de ma chambre. Ce n'était plus tout à fait une cellule, pour la transformer pour l'occasion en porte de parloir. Le règlement épargnant aux patients alités les déplacements inutiles. Je me souviens des grands yeux ébahis de mon frère quand ça s'est passé. On était tous deux assis sur une chaise, de part et d'autre de cette ouverture inattendue. Il m'avait apporté des livres, j'étais content de le voir. Je me vois flotter dans une espèce de pyjama. La chambre d'hôpital était blanche, naturellement, d'un blanc miraculé, après les 3 semaines de mitard brun. À la place de la lucarne, une grande fenêtre, avec des barreaux quand même. Derrière, à 10 mètres peut-être, un très haut mur me laissait voir à son sommet un rectangle inespéré de ciel bleu. Je devais peser quoi? 46, 45 kilos? Je suis au 23e jour de ma 2e grève de la faim. Si je calcule l'IMC, indice de masse corporelle, je rentrais dans la zone rouge des grands anorexiques, la zone mortelle. On m'a vite convaincu d'accepter une perfusion, 2 heures par jour de glucose et de minéraux. Sinon, monsieur Châle, votre cerveau va y passer. Autre prodige, à l'hôpital-prison, visite tous les jours de l'infirmière. Ah, le visage, le regard d'une femme, après combien de jours? 50, 60 déjà? J'avais droit aussi, grande nouveauté, et presque de la luxure, à une bouteille d'eau minérale gazeuse. Quel bonheur! Comme si je buvais un peu d'eau échappée d'un glacier. Je la mangeais, en fait. Pour mes papilles gustatives affolées par le manque, pas de doute. Cette eau était un aliment. Quand on fait une grève de la faim, quoi qu'on fasse, on se déshydrate. Cela étant, j'avais le sentiment de devenir un ange. Forcément, la légèreté. Et cette certitude nouvelle, peut-être dangereuse, qui me gagnait, l'invincibilité. Une certitude est toujours une illusion. Et les illusions font vivre, dit le dicton. Cette ambiance douce dans un état qui se détériorait gravement, malgré la perfusion, 2 heures par jour de glucose. Je finis par ne peser plus que 44 kilos. Bref, je n'étais pas gros au départ, je devais peser 56 kilos au moment de ma capture par la gendarmerie. Je n'ai donc perdu au total que 12 kilos. J'avais la laine fruitée de pommes fraîches, à cause des corps cétonés produits par le corps comme alternative au glucose. Ces corps sont produits par l'autodigestion des graisses, le peu qui me restait. Je risquais l'acidocétose, entre autres. Une grève de la faim est comme une performance sportive qui peut tourner mal. Dehors, à Lyon, le soutien battait son plein. Le médecin du service m'expliqua qu'ils allaient me transférer à l'hôpital militaire Percy, qui est un grand hôpital de la région parisienne, pour trouver une solution. Arrivé là-bas, je fus très gentiment accueilli par le personnel infirmier. Les médecins manifestaient une espèce de respect, et je n'étais plus du tout en milieu carcéral. J'étais d'ailleurs libre de mes mouvements. Je cessais donc mon jeûne, qui avait duré 29 jours, plus les 8 du mois d'août à la caserne Nuplex. Je pris une douche, la première depuis longtemps, dans une vraie salle de bain.
Je constatais avec horreur, une fois nu devant la glace, que je n'avais plus de fesses. Le haut de mes cuisses n'était pas plus épais que mes genoux. J'ai eu une pensée douloureuse pour le corps des rescapés des camps de concentration. Je me jetais sur les premiers repas qui furent très difficiles à digérer. Je me tordais le ventre comme si j'avais mangé du plomb fondu. Parce qu'en plus, j'étais sorti de l'enceinte militaire acheter un camembert, bien fait, dans une petite épicerie. Camembert que j'avais englouti rapidement. Au retour de l'épicerie, je rencontrais le médecin-colonel, directeur de l'hôpital, qui s'inquiétait de ma sortie et me fit promettre, comme une solution était en cours, qu'il n'y aurait pas de manifestation susceptible de perturber des lieux. Mes premiers instants de liberté, un camembert et des intestins en feu. Ils me dirent qu'ils cherchaient un motif de réforme. Réforme psy, ce qui était habituel, et parce que du point de vue somatique, je n'avais rien, simplement une dénutrition avancée. Le médecin-chef l'avait d'ailleurs souligné lors de la visite devant ses étudiants qui me dévisageaient avec de grands yeux. Il me pinça la peau de la main et montra que le pli ainsi formé tenait quelques secondes. La peau avait perdu toute souplesse. J'expliquais en fanfaronnant que c'était un effet de la déshydratation avancée. Je m'y connaissais un peu. J'avais assisté quelque temps auparavant, avant mon arrestation, un ami en grève de la faim, Pierre Well, militant syndicaliste et membre du GARM, grève qu'il avait entrepris avec quelques camarades par solidarité dans un établissement hospitalier pour une collègue menacée de licenciement à cause de son poids. Pierre était infirmier. Il m'avait expliqué tout ce qui se passait chez lui dans son corps. Je n'ai pas caché au médecin militaire psychiatre dépêché pour l'occasion qu'il y avait un parallèle entre l'utilisation de la réforme en France pour se débarrasser de nous militairement et en URSS pour discréditer les prisonniers politiques. Ce point fut repris lors du procès, 4 mois plus tard, par mon avocat, maître de Félix. Le mardi 7 février 1978, Éric Chall comparaissait au tribunal permanent des forces armées. Il déclara: « Je n'arrive pas à me sentir concerné par ce procès. Je n'ai pas envie de me défendre, car je ne me sens pas coupable. J'ai agi conformément à ma conscience. Mais ce qui me paraît aberrant, c'est que la seule façon de faire triompher des idées passe par une grève de la faim suivie d'une expertise psychiatrique. » Son avocat, maître Jean-Jacques de Félix, a renchéri. Qui peut dire qu'un État voulant se débarrasser de non-conformistes ne reprendra pas les mêmes arguments avant d'envoyer un individu en traitement pour une durée indéterminée, lui seul se reconnaissant apte à fixer la date de la guérison? On dit « halte à la violence » et quand un homme a une attitude typiquement non violente, on réclame une sanction contre lui. C'est une pente sur laquelle certaines tyrannies peuvent s'engager. C'est pourquoi je demande qu'on en finisse avec cette plaisanterie des expertises psychiatriques. En attendant, Éric Chall a été condamné à 20 mois de prison avec sursis et mis à l'épreuve.
Bonjour Patrice, alors nous sommes ici à l'Observatoire des armements. Nous te remercions pour les documents et les archives que tu nous as fournis dans le cadre de la réalisation de notre documentaire. Alors maintenant nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant l'Observatoire des armements? L'Observatoire des armements, c'est un centre de documentation et de recherche indépendant qu'on a créé donc à 3 personnes il y a 40 ans, à un moment où la question antimilitariste dont nous étions issus, puisque nous étions 2 objecteurs et un renvoyeur de papier militaire, investis dans le mouvement de paix au sens large du terme, dans les différentes actions qui pouvaient être menées à cette époque-là. Et donc, c'était une période où, avec l'arrivée de la gauche notamment, l'antimilitarisme ou ces questions de débat public sur la défense étaient en perte de vitesse, où le mouvement social qui posait ces questions de la guerre était aussi en perte de vitesse. Et donc nous avons voulu créer ce centre de documentation pour essayer d'intervenir de manière différente, c'est-à-dire pas seulement en développant des actions comme on pouvait le faire à l'époque pour dire que l'armée ça tue, ça pollue et ça rend con, mais aussi pour travailler sur les dossiers. Quelle était la réalité de la France en matière de vente d'armes, en matière d'armement nucléaire, et comment on pouvait agir dessus pour faire changer les choses. Et c'était vraiment ça notre objectif, faire bouger les lignes et susciter le débat sur ces questions-là, un débat large et démocratique. Pour cela, on a choisi de se centrer sur 2 objectifs principaux. Donc la question des transferts d'armement, puisque c'était une question importante. La France est un important exportateur d'armes. Elle était le 3e, elle est devenue le 2e ces dernières années. Les armes sont vendues par la France après une décision du gouvernement, du Premier ministre, même une autorisation qui est donnée pour indiquer que c'est des choix politiques qui sont faits. Et donc les armes sont vendues en notre nom, de chacun d'entre nous. Et donc nous, on voulait qu'il y ait un débat politique collectif pour savoir est-ce que la France peut vendre des armes à tel ou tel pays, des armes qui peuvent y compris se retourner contre nous. Donc ça nécessite un débat politique et pas un débat confisqué uniquement par l'exécutif ou le ministère de la Défense. Ça, c'était le premier axe. Le second axe, c'était l'élimination des armes nucléaires. Surtout quand on s'est créé, la France procédait encore à des essais nucléaires, donc c'était déjà dans un premier temps d'arriver à l'arrêt de ces essais nucléaires, ce qui a été obtenu collectivement, et ensuite c'était d'arriver progressivement à obtenir l'élimination des armes nucléaires. Sur ce deuxième axe, nous avons obtenu d'une part récemment un traité d'interdiction sur les armes nucléaires qui a valu à la campagne qu'il a menée, dont l'Observatoire est un des animateurs en France, le prix Nobel de la paix en 2017, mais surtout en tant qu'observatoire, je ne parlerai pas de victoire, mais l'avancée que l'on a obtenue de manière importante est la reconnaissance des victimes des essais nucléaires, puisque donc la France a fait 210 essais nucléaires, ce qui représente à peu près 10% des essais nucléaires dans le monde, des essais qu'elle considérait comme propres, qui n'avaient aucune conséquence pour les populations en Polynésie ou en Algérie. En Algérie ou en Polynésie, je devrais dire, pour respecter l'ordre chronologique, et pour le personnel qui a participé. 150 000 personnes qui ont participé à ce programme pendant 30 ans, qui ont, pour certaines d'entre elles, eu des maladies prématurées, mais qui n'étaient pas reconnues par le gouvernement. Et donc, il y a eu toute une campagne menée à l'initiative de l'Observatoire qui a permis la création d'associations de victimes des essais nucléaires en Polynésie et en métropole, qui a obtenu un travail auprès des parlementaires pour qu'une loi soit adoptée, loi qui a été adoptée en 2010, qui est mise en œuvre depuis 2010 avec des difficultés qui nécessiteraient encore et nécessitent encore un travail
pour l'améliorer, pour permettre que toutes les victimes soient réellement prises en compte, non seulement les victimes de l'époque des essais nucléaires, puisqu'ils ont été arrêtés en 1996, mais aussi leur descendance, puisque même les enfants du personnel ou des populations peuvent avoir été touchés par les essais nucléaires. Donc ça, été un élément très très important du travail de l'Observatoire. Et le dernier travail que l'on fait aussi, c'est un travail de valorisation des activités de la mémoire militante, j'ai envie de dire, et des activités menées, puisque dans l'histoire officielle de la France, on ne tient pas beaucoup compte des mouvements sociaux qui ont permis ces différentes avancées. Les avancées sont présentées comme un fait, comme ça, c'est le gouvernement qui a décidé, etc. Alors qu'en fait, c'est toujours le point de départ des mouvements sociaux, des lanceurs d'alerte, ce qu'on a pu être sur cette question des conséquences des essais, qui sont à l'origine, après, de la constitution d'organisations, d'un travail auprès des universitaires, des parlementaires, des journalistes, qui font que les journalistes peuvent s'emparer du sujet, que les parlementaires peuvent s'emparer du sujet et faire des lois pour améliorer la situation. Donc c'est tout ce travail-là que l'Observatoire essaye de faire pour maintenir un débat critique sur la question de la préparation de la guerre, puisque les guerres ne se déclenchent pas comme ça, elles sont préparées par les gouvernements et souvent contre les populations sans leur demander leur avis. Et c'est bien cet avis-là que nous, on veut dire, nous, et qu'on veut que d'autres, avec nous, le disent. Maintenant, Patrice, qu'est-ce qui t'a motivé pour apporter ton soutien à ce documentaire? Plusieurs choses m'ont conduit à participer et à soutenir ce documentaire. Déjà, au niveau individuel, donc je fais partie de cette génération, comme Éric Chall, qui ont été confrontés au service militaire, puisqu'il était encore obligatoire pour ma génération. Et donc face à ça, il fallait se situer. Il y avait d'un côté ceux qui encourageaient dans les mouvements gauchistes, comme on les appelait à l'époque, d'extrême gauche, à participer au service militaire pour apprendre le maniement des armes. Et il y avait le courant non violent, pacifiste, qui au contraire voulait refuser cet apprentissage-là, refuser d'apprendre à obéir, refuser d'apprendre à manier des armes. Et c'est dans ce courant-là, qui était très développé sur Lyon à l'époque grâce au groupe d'action et de résistance à la militarisation, qui était un groupe extrêmement important, qui était né justement de ces refus-là, de soutien aux personnes qui refusaient de partir, que ce soit en demandant le statut d'objecteur, soit en s'insoumettant directement. Donc c'était dans ce courant-là que je me suis situé, comme a pu se situer Éric Chall. Et donc ça c'est une motivation importante, parce que ce courant-là de refus d'apprentissage de l'obéissance, refus d'apprendre à manier les armes, c'est quelque chose que je partage encore toujours et qui est à la base de notre engagement, nous, au sein de l'Observatoire des armements, qui se situe comme un mouvement, enfin comme on n'est pas un mouvement militant en tant que tel, mais on est un centre de recherche et de documentation, mais qui veut valoriser l'action de résistance à la guerre, et justement, et d'agir pour désarmer. Et c'était bien le sens aussi des actions qui étaient menées à l'époque par les réfractaires à l'armée, tels qu'on pouvait l'être, qui voulaient développer un monde de paix, un monde qui fonctionne sur d'autres critères que le recours aux armes et à la violence. Si tu veux la paix, prépare la paix et non la guerre. Ce n'est pas seulement nous, les militants ou les activistes, qui le disons, mais c'est également l'ONU qui a inscrit cela dans sa charte, la charte qui est née au lendemain de l'hécatombe de la Seconde Guerre mondiale,
où un article, l'article 26, demande aux États de consacrer le moins possible d'argent à la guerre, à la préparation de la guerre. Or, les dépenses militaires ne cessent d'augmenter. Et donc, si bien nous, les militants, les activistes, l'Observatoire des armements, à travers son travail, son action d'agir pour désarmer, qui préparons la paix. Avant qu'il ne soit trop tard, et à l'heure où des conflits et des menaces environnementales mettent en péril la survie de l'humanité, il serait grand temps de tourner la page de la course aux armements et des guerres interminables. Les moyens humains et financiers dont disposent les États doivent de toute urgence se mettre au service de la paix, du progrès réel et durable. S'il est une définition légitime et louable du courage, elle tient à ce que ce dernier s'illustre et se concrétise en convoitant à l'échelle planétaire l'atteinte de cet objectif de paix universellement partagé. Telles sont à la base les sincères motivations qui ont porté mon engagement pour la réalisation de ce documentaire. Eric, une question. Si c'était à refaire, que ferais-tu? Je le referai. Je remènerai ce combat de la même manière, parce que c'est la seule attitude digne et libre. D'ailleurs, j'y pense, 45 ans après, c'était le meilleur moment de ma vie.